Alors la moutarde blanche, donc elle s'implante entre début août et mi-septembre, mais c'est quand même mieux de prendre une variété tardive qui vous permettra de la semer au plus tard, donc mi-août. En fait, ça vous permettra de le faire avant les semis de colza. Alors quand vous prenez des variétés à cycle court, donc là il faut éviter les semis précoces car la moutarde a des chances de monter à graines. Donc on est sur une espèce qui a globalement une vitesse de croissance élevée en début de cycle et elle a aussi un bon pouvoir germinatif. Donc elle va s'implanter assez facilement. Mais en cas de semis précoce, là la moutarde elle peut être sensible au stress hydrique et aux fortes températures. Elle peut être aussi sensible au manque d'azote. Alors on voit que la couverture du sol, elle est assez bonne, donc on n'a pas beaucoup de développement d'adventices. Et en termes de structuration du sol, on voit qu'au niveau superficiel, il y a un bon travail qui s'effectue. Bon, c'est pas super important, mais ça fait toujours une présence. Alors en termes de rotation, donc la moutarde est peut-être intéressante avant des céréales. Elle provoque une diminution du piétin échaudage, donc à condition de détruire le couvert après le broyage. Comme ça on garde les glucosinolates dans le sol. Alors pour le maïs, ce qu'on constate c'est qu'il y a une meilleure alimentation en phosphore. Par contre il peut aussi y avoir un petit impact négatif sur le rendement. Donc là ça peut être intéressant de détruire le couvert assez tôt. Pour les rotations avec des betteraves, alors là il faut absolument prendre des variétés anti-nématodes. Donc elles empêchent la multiplication des nématodes et elles luttent aussi contre les nématodes. On n'a pas d'effet sur les pommes de terre, un petit effet positif sur les pois. Et pour le lin fibre et le lin graine, donc là il faut absolument détruire le couvert assez tôt. Alors globalement, ce qu'on a avec les moutardes, c'est un risque de sclérotinia. Donc sur le colza, la févrole, le pois et le tournesol. Et en plus avec le tournesol, on peut avoir une gestion des repousses assez délicate. Donc ce qu'il faut surtout éviter après une moutarde, c'est le colza pour sclérotinia et l'hernie des crucifères et des cultures légumières. Sinon, la moutarde, elle lutte bien contre les limaces grises. On voit qu'elle est pas du tout appétante. Par contre, elle peut les maintenir à la surface du sol. Pourquoi choisir une variété tardive? En fait, elle a un cycle qui est plus long, donc le piégeage d'éléments minéraux est plus important. On a aussi donc la lignification qui est retardée. Donc là, on peut le voir, hein, il n'y a pas du tout de production de lignine à l'intérieur de la tige. Donc d'une, ça va faciliter la destruction. Et puis de deux, le ratio carbone sur azote, il est faible. Donc on a les micro-organismes vont consommer peu d'azote pour assimiler du carbone. Donc l'azote sera rapidement restituable à la culture suivante. Et en fait, en termes de restitution d'azote, on est à peu près au même niveau que les légumineuses, donc à ce stade. Faut pas qu'elles arrivent à reproduction, mais sur une variété tardive, il n'y a pas de problème. En fait, on est donc au même niveau que les légumineuses, mais avec des biomasses qui sont plus importantes. Donc là, ça reste très très intéressant. D'autant plus que le prix de la moutarde reste abordable. Donc la moutarde, c'est pas forcément mauvais. Il faut juste bien la choisir et mettre la bonne dose. Par contre, il faut arrêter une chose, c'est l'implanter le plus tard possible pour la détruire le plus tôt possible. L'avoine brésilienne se sème entre début août et début septembre. Si par contre il y a des températures trop élevées au moment du semis, il peut y avoir quelques perturbations. Ça a d'ailleurs malheureusement été beaucoup le cas cette année dans les essais. Si les conditions sont normales, on aura une rapidité de germination et une croissance qui resteront assez moyennes. Ensuite, si les conditions le permettent, elle pourra être assez agressive et on aura une bonne biomasse qui va permettre de lutter efficacement contre le salissement du sol. D'autant plus qu'on prête à l'avoine brésilienne des qualités allélopathiques contre certaines adventices. Par contre, comme on peut le voir ici, il reste quelques adventices
Et l'avoine brésilienne n'est pas le couvert le meilleur pour lutter contre cette problématique. Au niveau de l'enracinement, on a un système racinaire fasciculé qui va permettre une exploration sur les 25 premiers centimètres et on va avoir sur ces centimètres une bonne structuration du sol. En surface, on a un talage assez important, ce qui est un atout pour ce type de couvert. Autre point fort, ça va être sa tolérance à la rouille et à la jaunisse nanisante. Enfin, il n'y a pas de risque de portée à graines pour cette variété et elle n'est pas particulièrement appétante pour les limaces, donc pas attractive. En revanche, elle comporte aussi des points faibles. En effet, elle peut être un gîte pour les pucerons. Et si les couverts sont laissés en surface après la destruction, il peut y avoir une longue décomposition au printemps, ce qui peut provoquer des feints d'azote pour la culture suivante. Enfin, le ressuyage peut lui aussi être long. Au niveau des rotations, c'est une variété qui globalement coupe bien celle-ci. Par contre, il y a quelques situations à éviter. Avant les céréales, bien que les avoines brésiliennes favorisent moins les pathogènes et les maladies que l'avoine fourragère, elle est déconseillée avant un blé ou une orge. Au niveau du maïs et de la betterave, on a vu quelques impacts négatifs sur le rendement. Au niveau du lin, il peut y avoir une action négative si du glyphosate a été utilisé pour détruire le couvert. Pour les autres cultures, il n'y a pas de contre-indication particulière et pas d'effet remarquable. Alors le radis fourragé, c'est une crucifère. Donc on a des caractéristiques qui sont assez similaires à celles de la moutarde. C'est une espèce qui démarre assez rapidement. Elle est plus résistante au sec que la moutarde. Elle produit beaucoup de biomasse et elle a peu de chances de monter à graines. On a aussi une excellente structuration du sol, notamment avec un système racinaire qui travaille bien le sol sur les premiers centimètres. Et sur le radis fourragé, on a une sélection notamment de carnaux pour avoir un pivot, on va dire, assez volumineux seulement dans les premiers centimètres, enfin seulement vraiment sur les 2-3 premiers centimètres. On a aussi, grâce à ce système racinaire, une très forte absorption de nitrate, encore beaucoup plus importante que le système racinaire de la moutarde. Le radis lutte aussi très efficacement contre le développement des adventices, donc là ça se voit bien. Et en plus on a des turicules de vers de terre qui se forment par endroits, ouais, on le voit assez bien, on le voit ici. Donc le radis fourragé, c'est aussi une très bonne base pour effectuer des mélanges avec d'autres espèces. En fait, la concurrence le renforce, donc il se développe davantage lorsqu'il est un petit peu perturbé. On va voir des exemples de mélanges après. Donc après, même si ça dépend des variétés qu'on choisit, le radis il est généralement plus tardif qu'une moutarde, donc son cycle sera plus long. On voit aussi qu'il est, il est moins haut, donc ça peut être ça peut faciliter en fait une destruction, notamment par broyage. Alors bon, il a quand même des inconvénients, ce radis, c'est le fait qu'il soit un petit peu attaqué par les limaces. Donc il peut les maintenir, même si ça reste assez limité. Et donc dans les rotations, l'intérêt du radis c'est à peu près le même que celui de la moutarde. Il va agir sur les maladies des céréales, notamment la fusariose et le piétin échaudage. Donc en fait on a constaté qu'il n'y avait pas réellement d'effet positif sur le rendement d'un blé bien assolé avec de bonnes rotations. Mais quand c'est un blé de blé, là on a un effet positif sur le rendement. Alors c'est à déconseiller quand même dans le maïs parce qu'il peut perturber son développement. Sinon, pour les pommes de terre, pareil, il n'y a pas trop d'effet. Pour le lin fibre et le grain, à nouveau détruire assez tôt. Et pour la betterave, prendre une variété antinématode. À nouveau, on retrouve un risque de sclérotinia sur le colza, la févrole, le pois et le tournesol. Donc, il faut éviter, donc, à nouveau, tout ce qui est colza et culture légumière après un radis.
Alors le tournesol, c'est une plante assez résistante à la sécheresse, mais qui a une vitesse de germination et de croissance assez moyenne. Le tournesol ne couvre pas non plus beaucoup la surface du sol, donc il n'y a pas véritablement d'effet sur les adventices. Par contre, il s'intègre bien dans un mélange. Il peut être support pour des légumineuses par exemple. Son intérêt premier, ça va être son système racinaire pivotant. Donc, comme on va le voir ici, un système racinaire qui va permettre d'explorer sur les 25 premiers centimètres et d'avoir une bonne structure du sol. Enfin, si son semis est précoce, on peut avoir une plante qui produit beaucoup de biomasse. Enfin, il prélève pas mal d'azote, de phosphore et de potasse. Son principal défaut, ça va être sa sensibilité à certaines maladies, notamment en fin de cycle, comme le phoma, le sclérotinia, le phomopsis ou le mildiou. C'est aussi une plante qui est très ligneuse. Donc, contrairement à la moutarde, on a, on peut le voir ici, une tige avec à l'intérieur de la lignine, où tout à l'heure sur la moutarde, on n'avait rien. Donc ça va apporter beaucoup de biomasse au sol, mais la restitution d'azote minéral à la culture suivante va être plus longue. Pour les rotations, évidemment, il faut éviter d'introduire un tournesol de type scipan dans une rotation, un tournesol de vente. Éviter également les rotations avec colza, lin, culture légumière, févrole et pois. Enfin, il n'y a pas d'effet sur les rotations, il y a des céréales, betteraves, pommes de terre ou maïs. Alors la facélie, sa principale contrainte, c'est la qualité de semis. Donc on ne doit pas avoir de semis à la volée, par exemple, il faut bien enterrer la graine. Alors, et le semis doit s'effectuer de préférence entre la mi-août et au plus tard, donc début septembre. Donc c'est aussi une espèce, la facélie c'est ça, hein. C'est une espèce qu'on ne retrouve pas du tout dans nos rotations, donc elle engendre aucun problème. Au contraire, elle a tendance à bien les couper. Elle a aussi un très fort potentiel de piégeage d'azote minéral, donc c'est bien de la mettre par exemple après une culture qui n'a pas été très réussie, où on a beaucoup de reliquats. Et en fait elle va rapidement entrer en croissance et fabriquer beaucoup de biomasse. Elle se ramifie bien en surface du sol. On a dans un premier temps, on va dire, une ramification principale, et ensuite on a 3-4 ramifications qui vont se faire. Donc au niveau du système racinaire, donc on a un tout petit pivot, mais bon, qui peut être intéressant avec des mélanges. Bon, en espèce seule, bon, c'est pas un super pivot, mais ça peut être intéressant en surface. Que la facélie, elle prélève aussi beaucoup de potasse. Donc après, elle a plutôt des intérêts en termes de pollinisation, hein. Il y a une production de nectar et de pollen, donc ça la rend plus appréciable par les abeilles et les insectes pollinisateurs. Elle pourrait aussi avoir une action contre les altises et les pucerons, mais en tout cas, une chose est sûre, elle n'est pas du tout appétante pour les limaces. Alors le seul risque, c'est que certaines années, donc elle peut monter à graines, donc ça peut être embêtant. Un autre risque, c'est lorsqu'on a des sécheresses en début de cycle, là elle peut avoir du mal à s'implanter. Elle est aussi très sensible à la concurrence des graminées, donc elle peut avoir des difficultés pour trouver sa place lorsqu'il y a des repousses trop importantes. Mais globalement, ça reste une très bonne espèce d'interculture, une très bonne alternative aux crucifères.